commencer ce média vivant en vous parlant de deux femmes. La première s'appelle Sylvie Annan. Elle est morte en 2021 à l'âge de 58 ans, après 20 ans de combats acharnés contre le cancer, 5 au total. Parce qu'elle était persuadée que la pollution industrielle était responsable de ses souffrances, elle a voulu que la justice le reconnaisse, mais elle est morte quelques semaines avant le début de son procès. La deuxième s'appelle Linda Grassi, elle aussi a eu un cancer, c'était il y a 4 ans. Grâce à des tests, elle sait que l'origine n'est pas génétique. Son oncologue a évoqué un cocktail de vie, le stress, l'alimentation, sans jamais citer la pollution atmosphérique. Ces deux femmes ont un point commun. Elles vivent ou elles ont vécu des décennies autour du golfe de Fos, qui accueille l'une des plus grandes zones industrielles d'Europe. On y compte pas moins de 200 usines spécialisées dans la sidérurgie, la pétrochimie, la métallurgie. Près de 40 000 personnes y travaillent et des dizaines de milliers vivent autour. Un paysage symbolise cette zone, ce sont les plages, des étendues de sable entourées d'usines qui crachent presque en permanence des fumées. Bien souvent, c'est en développant une maladie plus ou moins grave que les habitants commencent à se questionner sur les conséquences de vivre entourés d'usines. Souvent, pendant longtemps, ils ne se sont pas inquiétés. Nés sur place, ils ont grandi dans ce paysage si surprenant pour ceux qui ne connaissent pas la zone. Parfois, ils ont aussi refusé de critiquer la main qui les nourrissait. Et puis un jour, la maladie est apparue et leur monde s'est effondré. Depuis plusieurs années, plusieurs études montrent les conséquences sanitaires et environnementales des panaches de fumée émis par les industriels. Tout commence en 2017 avec l'étude Phosepséal, financée par l'ANSES et dirigée par la chercheuse américaine Barbara Allen. Cette étude lève une véritable chape de plomb lorsqu'elle constate que dans ce coin de France, les habitants développent plus de maladies qu'ailleurs, plus de diabète, de maladies cardiovasculaires, de pathologies respiratoires, de cancer aussi. Face à cette situation, il y a 4 ans, des dizaines d'habitants ont décidé d'entamer un long combat judiciaire pour lequel, ils le savent, la patience sera leur meilleur allié. Pour en parler, ce soir, j'accueille sur scène Linda Grassi. Donc, il y a 4 ans, elle a eu un cancer. Aujourd'hui, elle est en rémission. Depuis qu'elle est malade, elle est convaincue que les usines rendent malades les habitants. Bonsoir, Madame Grassi. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je vous laisse prendre place, allumer votre micro. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie concrètement vivre entouré d'usines? À quoi ressemble votre quotidien? Alors déjà, mon quotidien, c'est mon enfance. Naître près des usines, c'est savoir quand tous les premiers mercredis du mois, il y a une alarme qui sonne, se préparer à évacuer s'il y a une urgence, etc. Après, j'ai vécu tout autour du pourtour de l'étang de Berre depuis mes 40 ans. Voilà, j'ai habité sur Saint-Chamas, j'ai habité aussi sur Martigues et un petit peu et mes fins d'année, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis à Fos-sur-Mer. Voilà, ça va faire près de 20 ans que j'habite à Fos-sur-Mer et j'y suis très bien. Voilà, c'est une ville qui est très agréable, qui est au niveau historique très riche. Il y a un château, il y a une cité médiévale à voir. Enfin, je veux dire, si on devrait parler du tourisme, il est riche, notre patrimoine. Mais il y a aussi donc les usines, et vous me disiez, voilà, au quotidien, vous me parliez beaucoup de ces poussières, de votre gêne pour respirer. Expliquez-nous. Alors, les gènes pour respirer, moi, je ne les ai pas eus. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Mais à l'école de mes enfants, par exemple, j'ai 2 enfants qui étaient scolarisés il y a une dizaine d'années en arrière, quand ils étaient tous en primaire. Il y a eu quand même un événement assez curieux, pas d'enquête. Et quand on entend les mamans autour de nous qui nous disent qu'il y a 3-4 enfants qui se retrouvent avec des crises d'asthme comme ça, qui surviennent du jour au lendemain, alors qu'il n'y a pas de facteur
génétique, que ça ne fait pas partie de leur vie de base et qui se retrouvent d'un coup asthmatiques, on s'interroge. On s'interroge pour ça, on s'interroge aussi pour les cas de diabète, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent avec des diabètes. Alors après, voilà, comme je pense, il y a beaucoup aussi de facteurs endocriniens, voilà, qui font que ça perturbe tout ça et qui favorisent justement les maladies. Voilà, comme je vous disais, un cocktail de tout ça. Alors, parlons de vous. Donc, vous êtes né dans la zone jusqu'à ce que vous développiez un cancer. Vous ne vous méfiez pas du tout de la pollution? J'étais habituée. Et puis, j'ai mon mari qui travaille en raffinerie. Mon fils aussi, il a choisi de prendre ce métier-là, de travailler en raffinerie, parce que c'est un métier d'avenir aussi. Donc, les raffineries, on les aime. On les aime, nos raffineries. On ne veut pas forcément raser, tout fermer ou mettre tout le monde au chômage. C'est pas le but de mon action. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'État prenne en compte ce problème-là et qu'il soit plus réglementé et que les choses soient claires. Parce que rien n'est clair, surtout la nuit. Quand il fait nuit, voilà, on profite, on dégaze à fond les cheminées et on le sent. Nous, les habitants, on l'entend, la torche. Comme ça. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et puis, on fait avec. On fait confiance à l'État. Et on se dit, quand même, s'il y avait quelque chose de grave, on nous le dirait. Et des fois, on s'interroge, on se dit, non, finalement, l'argent est beaucoup plus important que les bénéfices. Et les multimillionnaires qui sont derrière tout ça, qui dirigent tout ça, à un moment donné, il y a un regard qui se baisse. Voilà. Et alors, vous me disiez aussi que lorsque vous avez eu votre cancer, vous avez suivi des chimiothérapies. Et puis, lors d'une chimio, vous tombez sur un documentaire. Alors, le documentaire, je l'ai vu à la télé. Et c'était déjà une heure d'écoute extrêmement tard, quand même. Enfin, pour moi, c'était décevant quand même, parce que j'aurais préféré que ça soit à une heure de grande écoute pour que les gens puissent l'entendre. Parce que quand on dit qu'il y a des problèmes de pollution dans la ville de Fos, les gens ils sont surpris. Ils se disent, ah bon, il y a des problèmes. Et ce documentaire, il a quel effet sur vous? Alors, tout simplement, je me suis dit, voilà, sachant que j'ai eu un cancer du sein, que c'est pas forcément... Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est normal, ça fait partie du quotidien. Maintenant, beaucoup de femmes développent des cancers, sauf que moi, je suis extrêmement jeune. Avoir un cancer à mes 40 ans et faire de la chimio pendant ces eaux-là, c'était pas forcément ce que j'avais prévu. Voilà, on ne voulait pas forcément tomber malade. Et à un moment donné, quand on voit ce reportage-là et qu'on voit des gens qui meurent et qui expliquent leurs problèmes, on se dit... voilà, je suis ce parcours. Je suis en train de suivre ce parcours. Est-ce que je vais récidiver sur un autre cancer? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que demain sera fait pour moi. Mais une chose est sûre, c'est que je ne veux plus ça pour nos enfants, nos petits-enfants. Enfin, je veux que les choses changent. Voilà, il y a des époques où on a fait des erreurs, où il y a des choses qui étaient installées, on ne savait pas. Maintenant, il y a des choses qu'on sait. Donc, on attend beaucoup de l'État qui prenne ses responsabilités et qui nous protège. Et comme vous le disiez, votre mari et votre fils travaillent tous les deux dans une raffinerie. C'est ça. J'imagine que chez vous, la pollution doit susciter un certain débat. Oui, houleux même. Houleux. C'est carrément fructuel parce que du coup, mon mari, lui, il dit de toute façon, c'est comme ça et puis ça ne changera pas. Et puis moi, j'ai un avis beaucoup plus optimiste à me dire les choses évolueront. Parce que de toute façon, l'homme, il évolue. Hein, on n'est pas dans une régression. Donc si on devrait se dire qu'à l'époque de la médecine, on n'opère plus les gens pour l'appendicite, c'est une régression. Voilà, donc du coup, moi, je me dis qu'à un moment donné, les choses, elles peuvent évoluer. Et c'est du coup pour ça que vous vous êtes tourné vers la justice. Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui? J'attends que la justice arrive à appliquer des lois actuelles pour protéger justement les vies de nos enfants qui vont suivre et qui sont amenés à naître autour du pourtour de l'étang de Berre, parce que c'est pas que la ville de Fos, c'est pas que la ville de Martigues, c'est pas le petit village de Saint-Chamas, c'est tout le pourtour de l'étang de Berre qui est à contrôler. Et quand on fait une chimiothérapie, qu'on va à l'IPC ou de Marseille, on voit très bien que les gens ils sont concentrés dans un périmètre. Et ça inquiète personne. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis persuadée que les gens, ça les inquiète. Sauf qu'il y a
il y a une certaine fatalité qui dit, bon, ben, de toute façon, c'est comme ça, et qui sera, voilà, on subit et on est obligé de faire avec, sauf que c'est important pour moi de le dire. Voilà. Même si je fais partie, voilà, de certaines où on me dira oui, non, mais le cancer du sein, c'est un cancer commun. Oui, mais moi, je n'étais pas amenée à avoir un cancer. Voilà. Dans ma famille, il n'y en a jamais eu. J'ai fait des recherches au niveau de ma santé pour essayer de comprendre pourquoi je l'ai eu. Et mon endocrinologue, elle m'a dit c'est un cocktail de vie. Mais sans me pointer qui était le cocktail. Vous avez déjà envisagé de déménager ? Jamais. Jamais, parce que j'aime ma ville et je la défends. D'accord. Merci beaucoup, Madame Grassi. Merci à vous. Alors, ce soir, nous devions également accueillir sur scène les époux Uriot. Bernard et Jackie se sont installés il y a 50 ans à Port-de-Bouc. Jackie a développé une dizaine d'années après son installation de l'asthme. Et en fait, depuis quelques jours, elle est en pleine crise. Donc son époux a dû rester à son chevet. Leur fils a également développé dans son enfance ce qu'on appelle des bronchites asthmatiformes. Pour comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, Bernard Uriot nous a envoyé quelques photos qui ont été prises depuis sa terrasse et la jetée de Port-de-Bouc. On regarde. Lors de notre discussion, les époux Uriot m'ont expliqué à quel point ils étaient anxieux. Ils disent « Nous ne vivons pas normalement. Nous avons cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Cette pollution est un véritable enfer. » À eux aussi, je leur ai demandé s'ils avaient déjà envisagé de déménager. Ils m'ont répondu en totale honnêteté que oui, ils ont envisagé de déménager, que leurs 2 enfants ont quitté la région. Mais le problème, en fait, c'est que le prix de vente de leur maison ne leur permettra jamais de racheter ailleurs un autre bien immobilier. Ils disent « Nous sommes donc piégés, condamnés à subir la pollution et ses effets néfastes jusqu'à la fin de notre vie. » Donc vous l'avez compris, après une première étude en 2017, en 2018, 3 recherches scientifiques confirme que les rejets des industriels ont une conséquence sur la santé des habitants. Il y a d'abord l'étude Scénari. Elle montre qu'à Fos, Martigues, Hébert, 3 molécules liées à l'activité industrielle représentent un risque cancérigène et reprotoxique, c'est-à-dire qui nuit au système reproducteur. Quelques mois plus tard, vous avez l'étude baptisée Index. Cette étude, cette fois-ci, montre que la pollution imprègne les habitants jusqu'au sang, puisque les chercheurs retrouvent dans des échantillons prélevés auprès de 230 habitants des traces élevées de furane et de plomb notamment. Enfin, une 3e étude effectuée par une association révèle une contamination aux métaux lourds et aux produits chimiques d'aliments produits localement et pourtant estampillés AOC. Donc pour résumer, en l'espace d'1 an, vous avez 3 recherches scientifiques qui font toutes le même constat. Les usines impactent la santé des habitants. Alors forcément, on s'interroge sur savoir si ces études ont porté leurs fruits. On se demande si elles ont permis aux habitants de se faire entendre, d'obtenir des réponses lorsqu'ils demandent au pouvoir public si vivre dans cette zone représente un risque pour leur santé. Aux autorités également de prendre pleinement conscience des risques liés à l'activité industrielle. Pour répondre à cette dernière question, on a bien sûr envoyé une demande à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour faire monter sur scène ce soir un représentant de l'État. Notre demande est restée lettre morte. Alors ce soir, pour comprendre le sentiment des habitants, nous allons écouter Daniel Moutet. C'est une figure incontournable qui incarne le combat des habitants pour se faire entendre, en lançant il y a 20 ans son association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos.
il a entamé un bras de fer avec les industriels et les pouvoirs publics. Il reconnaît toutefois qu'il assiste ces dernières années à une prise de conscience des autorités. On l'écoute. Il y a, en règle générale, une prise de conscience de tout le monde. Toutes ces études qui ont été enclenchées, tout ça, ça fait un boom. Parce que jusqu'à présent, on ne les embêtait pas, les industriels. On voit une réduction assez drastique des gaz à effet de serre. Encore bien plus aujourd'hui sur notre région, sur notre pourtour de l'étang de Berre, il y a une prise de conscience telle qu'il va y avoir des bouleversements. ArcelorMittal ferme au fourneau pour ouvrir 2 plus petits électriques. Après, il faut que ce soit toutes les autres parties, l'aciérie, qui réduisent aussi leur empreinte carbone, la coquerie. L'Adréal, aujourd'hui, c'est qu'il faut contrôler toutes ces industries et aller même plus loin que contrôler, leur imposer des réductions. Maintenant, je ne sais pas comment vont faire les usines chimiques, les raffineries. Ils sont obligés de travailler avec le pétrole. Alors, il expliquait aussi que pour contrôler, faut-il encore avoir les moyens de contrôler. L'Adréal, comme toutes les administrations de l'État, manque aussi de personnel. Et il faut quand même se rendre compte que les installations sont énormes. ArcelorMittal, ça fait plusieurs hectares. Daniel Moutet, depuis des années, continue à jouer les vigies. Régulièrement, il prend en photo les panaches de fumée et il nous explique ce qu'il en fait. Demain, j'ai justement une réunion avec ArcelorMittal, l'Adréal, le sous-préfet. Je prends les clichés, je leur donne les clichés, qui les passent devant tout le monde et on parle de ces clichés-là. D'ailleurs, demain, ça va être assez chaud, je pense, parce que c'était vraiment des fumées qui sortaient de nulle part, mais qui étaient énormes. Et ce nulle part, eh bien, c'est moi-même qui l'ai trouvé et qui l'a dit à l'Adréal. L'Adréal n'était même pas au courant, ce qui est quand même scandaleux, parce que à plusieurs reprises, j'ai demandé à ArcelorMittal par écrit d'où ça provenait, tout ça, et il me répondait toujours à côté. Ça venait pas directement issu de l'acierie. C'était que les poches d'acier étaient déversées à même le sol dans un terrain qui était dédié à ça. Ben, ça faisait une poussière énorme. Ils m'ont jamais donné la raison, et c'est moi qui l'ai trouvé et qui ai donné la raison aussi à l'Adréal. Ça dure depuis des années et ils ne l'ont jamais déclaré. Je veux avoir maintenant une réponse franche d'ArcelorMittal. Sur toutes les industries, il y a des débats comme ça, sur mes photos, sur la pollution qu'ils émettent. Alors, vous l'aurez compris, parmi les plus gros pollueurs de la Saône, il y a ArcelorMittal, spécialisé dans l'acier. Voici un extrait du documentaire Fausse les fumées du silence, réalisé en 2019 par Nina Hubinet et Pierre-Jean Perrin. Sur ces images que l'on nous a transmises, nous sommes à l'intérieur de l'usine ArcelorMittal. Il y a des gars qui travaillent là, sur une nacelle côté machine, là, il faut les faire descendre de suite. Là. Les fumées jaunâtres que l'on voit sont appelées des émissions diffuses. Elles sont dues à des fuites sur des installations en mauvais état. Au lieu de rester dans les fours, ces gaz s'échappent dans l'atmosphère. Chargés en benzoapyrène, un cancérigène très agressif, ils peuvent être envoyés vers la mer ou vers les habitations. Alors cette usine est même le principal émetteur de polluants dans l'atmosphère à l'échelle du département. Ce ne sont pas les associations qui le disent, mais le très sérieux Conseil général de l'environnement et du développement durable, une instance rattachée au ministère de l'écologie, dans un rapport publié en toute discrétion en 2018. Malgré cela, ArcelorMittal continue de bénéficier de la part de l'État de dérogations qui lui permettent de polluer plus que ne l'autorise la réglementation européenne. Et cela alors qu'ArcelorMittal est régulièrement épinglé pour ses manquements à la réglementation. Depuis 2012, l'usine de Fos a écopé d'au moins 8 mises en demeure. Alors, une mise en demeure, c'est un acte administratif par lequel la préfecture demande à un industriel de se mettre en conformité en lui imposant un délai.
Mais il n'y a pas qu'ArcelorMittal qui ne respecte pas la réglementation dans la zone. Il n'y a qu'à éplucher les rapports d'inspection de la Direction régionale de l'environnement pour constater que d'autres usines comme Esso, Chem1, Dépôt pétrolier de Fos, Lyondell-Basel dépassent les seuils de pollution et ne respectent pas d'autres réglementations. Dans la zone, il y a aussi, comme dans d'autres zones, des incidents d'exploitation. C'est lorsqu'il y a une panne ou une fuite qui va entraîner un rejet accidentel dans l'eau ou dans l'air. Entre 2016 et 2021, un bureau d'analyse en a recensé près de 600 dans les Bouches-du-Rhône, plus ou moins important. Plus de la moitié concerne la zone de Fos. Comment ce lundi de Pentecôte, lorsque des familles profitent de leur jour férié sur la plage, alors que surgit soudainement un panache de fumée ocre. Ou comme il y a 30 ans, lorsqu'un incendie endommage l'usine Total de la Med. Le bilan est lourd, 6 morts et 37 blessés. Ces incidents d'exploitation et ces manquements à la réglementation sont scrutés à la loupe par Julie Andreu, avocate. Depuis 4 ans, elle accompagne les habitants dans leur combat judiciaire. On l'accueille sur scène. Alors, je vous remercie, Maître Andreu, d'avoir accepté notre invitation. En 2018, vous avez déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, qui a débouché ensuite sur une instruction. Si je ne me trompe pas, vous en êtes à 250 parties civiles. C'est ça, 250 parties civiles, 7 associations et un syndicat. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où en est l'enquête ? Alors, en effet, on a déposé plainte contre X pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. La plainte est déposée entre les mains du parquet, du pôle santé publique de Marseille, qui donc l'a étudiée, a mené des enquêtes, qui ne l'a pas classée sans suite et qui a estimé qu'il y avait un début de caractérisation de l'infraction de mise en danger. Ça fait donc 2 ans que cette plainte est entre les mains de la juge d'instruction, qui travaille activement sur le dossier. Alors, il y a le secret de l'instruction, donc je ne peux pas divulguer des informations, en effet, qui sont inhérentes à ce dossier, mais je peux quand même dire qu'elle est très active dans le dossier, qu'elle a effectué des saisies, des enquêtes, des auditions. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'étape que nous attendons tous, en tout cas que les parties civiles attendent, ça serait une mise en examen des industriels. Alors, depuis 2 ans, elle ne travaille que sur un seul industriel, c'est ArcelorMittal, puisque nous, on a déposé plainte contre X, c'est-à-dire qu'on ne vise personne en particulier, mais en fait, on vise tout le monde. Et donc, la juge d'instruction, comme vous l'avez dit, s'est très vite rendu compte que le pollueur le plus important de la zone est ArcelorMittal. Donc, elle a dirigé ses investigations contre cet industriel. Et on espère fortement qu'en 2023, on aura des avancées importantes dans ce dossier. Alors justement, comment dans ce type de dossier démontrer les responsabilités individuelles du côté des industriels, c'est-à-dire prouver que l'activité de telle usine a une conséquence sur la santé des habitants ? Alors, en fait, là, on a eu un petit peu une stratégie juridique, c'est-à-dire que quand on a été saisi de ce dossier par Daniel Moutet, qui a franchi les portes du cabinet, c'est vrai que nous, on est un cabinet très engagé. On défend, en effet, des problématiques de santé, de travail, environnement, parce que je tiens quand même à dire que les premières victimes dans ce type de dossier, c'est les salariés qui sont en premier lieu exposés à toutes ces pollutions industrielles et qui ont également développé des maladies et qui sont décédés des suites de ces expositions professionnelles qui ont été reconnues comme étant d'origine professionnelle. Donc quand il a en effet passé la porte du cabinet, on connaissait complètement les expositions et les polluants qui sortaient de ces usines et on a décidé non pas de déposer plainte pour blessure involontaire ou homicide involontaire, alors qu'on a des gens qui ont développé des pathologies ou qui, pour certaines, comme Madame Hanan, sont malheureusement décédés. On a décidé de déposer une plainte pour mise en danger. Ça veut dire qu'en fait, on n'aura pas à prouver que tel polluant qui sort de telle usine a impacté telle personne. Ça paraît complètement impossible aujourd'hui et ça risque d'être justement l'argument. Donc on ne voulait pas donner cet argument aux industriels. Donc la plainte qui a été déposée concerne cette infraction beaucoup plus générale, qui est je prends un risque en effet de vivre dans cette région, je prends un risque parce que je suis exposé à un cocktail de polluants. Je voudrais quand même dire que la liste des polluants est extrêmement importante.
Par exemple, Arcelor, c'est pas moins de 30 polluants qui s'échappent de son industrie, Chemoine 10 polluants. Et en plus, quand on habite dans cette zone, on est face à ce qu'on appelle un effet cocktail, hein, c'est-à-dire que les pollutions ne s'additionnent pas, mais ont un effet exponentiel. Donc plus on est exposé, plus on a malheureusement de risques de développer une pathologie. Donc la liste des polluants est extrêmement importante, extrêmement grave, puisqu'ils ont été classés pour la plupart par le CIRC comme des cancérogènes. On parle d'ozone, de dioxyde de carbone, de benzène, de particules fines, de HAP, enfin des choses qui sont extrêmement dangereuses. Donc on a en effet dressé la totalité de ces polluants. Et puis les autres éléments qui étaient importants à rapporter, et vous l'avez dit, c'était des éléments objectifs, notamment ces arrêtés de mise en demeure qui ont été rendus par le préfet et qui ont donc constaté des manquements dans le cadre du Code de l'environnement. C'est pas moins de 8 arrêtés de mise en demeure, mais par exemple également pour Arcelor, je ne veux pas citer qu'Arcelor, Chemoine, Esso, comme vous l'avez dit, des pétroliers de Fos également, ne manquent pas à l'appel, mais en tout cas pour Arcelor, sur un an, c'est pas moins de 7 incidents, et notamment un qui a libéré pratiquement 75 000 mètres cubes de gaz toxiques dans l'atmosphère. Et ça, ce sont des éléments objectifs, en sachant que tous les incidents, comme l'a dit Daniel Moutet, ne sont pas répertoriés. Donc, on a ces pièces qui ont été communiquées, en effet, à la juge d'instruction et qui les étudie. Et puis, un certain nombre d'enquêtes qui sont des enquêtes nationales, régionales, départementales et des enquêtes locales, qui ont tous, en effet, révélé une surimprégnation et des effets sanitaires importants. Nous, ce qu'il était... Parce que quand on franchit la porte d'un cabinet d'avocats, c'est pas de donner de l'espoir aux gens, bien qu'on ait complètement investi et convaincu dans ce dossier, mais il n'était pas question de donner de l'espoir s'il n'y avait pas de pièces objectives. Et on s'est très vite rendu compte que la pollution était existante et que la pollution était émise dans le non-respect de la réglementation environnementale. C'est ça qui était important. On demande tout simplement, en effet, à ce que l'industriel ne soit pas impuni, là où le bon sens s'impose. Je veux dire, quand on voit les images et quand on lit les documents que nous avons au bureau, on ne comprend même pas encore aujourd'hui comment on n'a pas de condamnation. Et c'est bien sûr face à l'inaction des pouvoirs publics, face à l'omerta des industriels, qu'il y a eu un regroupement des personnes et des habitants autour des associations pour que justement il y ait une juste reconnaissance, parce que ce qui a été inhalé, ce qui a été respiré, c'est le passé. Il faut être sanctionné pour ça, mais malheureusement, c'est déjà passé. Donc il faut qu'il y ait une reconnaissance, et puis il faut qu'il y ait des explications, et puis il faut que ça cesse, comme le disait Madame, pour les générations futures. Justement, concernant l'État, que fait-il ? Comme vous le disiez, ce qui est très étonnant dans ce dossier, c'est que le préfet a constaté qu'il y avait un manquement par rapport à la réglementation applicable, et donc il a dressé des arrêtés de mise en demeure. Mais il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constats. C'est-à-dire qu'il dresse des arrêtés de mise en demeure qui, pour certains, ont mis plusieurs années à être levés, qui, pour d'autres, sont toujours en effet en vigueur, et il ne tire pas les conséquences. Quelles auraient pu être les conséquences ? C'est déjà des sanctions administratives. Il y a eu, sur la zone, une sanction administrative en 2017, 15 000 € voilà, de sanctions à l'égard d'ArcelorMittal. Donc ça n'a pas vraiment d'effet, bien évidemment, pour que les choses s'améliorent. Et c'est tout. Donc c'est la raison pour laquelle, avec l'association, avec les habitants, après avoir déposé plainte, nous envisageons, dans les mois à venir, déposer également un recours contre l'État pour inaction, pour carence fautive, parce que, bien sûr, l'État a les moyens de faire respecter. Et en tout cas, ce que je voulais également dire, c'est que depuis qu'on a déposé plainte, on s'est rendu compte qu'il y avait une réaction de la part des industriels. Il y a eu quelques améliorations qui ont été effectuées. Parce qu'on a eu à plaider des dossiers, notamment contre Arcelor. Et il faut savoir que le premier argument qui est soulevé pour dire « mais en fait on pollue, mais ne vous inquiétez pas », il y a en effet le Mistral qui est là pour faire évacuer la totalité de la pollution vers la mer, qui serait le grand épurateur de la région. C'est l'argument principal d'Arcelor en procès, face pourtant à des éléments objectifs. Et ils vont vous dire que quand il a été décidé d'installer cette zone à cet endroit, le critère géographique du Mistral a été le premier argument retenu. Alors que nous, quand on a dû répondre à cet argument, on s'est rendu compte que déjà le Mistral n'est pas le vent dominant dans la région. Il est vrai qu'alors que le Mistral va permettre d'évacuer les fumées, les poussières, les vapeurs et les polluants dans la mer, mais un peu plus loin vers Martigues et un peu plus loin vers Marseille. Mais le vent dominant dans la région, c'est le sud-sud-est.
Et le sud-sud-est, ça fait rentrer directement la pollution dans la ville. Et puis, il y a aussi l'absence de vent. L'absence de vent, c'est la stagnation des poussières, c'est pire. C'est-à-dire que là, ça va se diffuser, ça va rester très longtemps. Et même là, on se dit, mais quand est-ce que le vent va se lever pour faire échapper la pollution? Donc, voilà, beaucoup d'éléments qui donnent lieu, en effet, à débat et à critique de notre part, parce qu'on travaille beaucoup pour que le procès aboutisse. Mais on voit de l'autre côté, en effet, qu'il y a eu des améliorations, mais les réponses ne sont absolument pas à la hauteur, aussi bien de la part de l'industriel que de la part des pouvoirs publics. Et en 2019, 14 plaignants ont aussi enclenché une procédure au civil. La première décision est tombée en avril 2022 et elle est pour le moins surprenante puisque le juge reconnaît bien un trouble, mais rien d'anormal, puisque selon lui, les habitants savaient à quoi s'attendre en s'installant dans cette zone. Qu'en pensez-vous ? Alors, en effet, on a déposé ces actions et on s'est plutôt dit, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut perdre un dossier comme celui-là, et même si on le perd, mais qui pourrait d'autre en France gagner un dossier de pollution? Eh bien, en effet, comme vous le disiez, le juge nous a déboutés. Et alors, la motivation est beaucoup plus politique que juridique, alors qu'on doit normalement motiver une décision juridiquement. On a une décision politique qui est tout simplement de dire que le choix politique national qui a été fait à l'époque, en effet, ne permet pas de se plaindre de la situation qui est celle des habitants de Fos. Le juge dit que la situation des habitants serait jugée inacceptable partout en France, mais pas à Fos. Parce que justement, l'État a fait le choix délibéré de placer ses usines dans cette zone et donc, eh bien, on ne peut rien reprocher aujourd'hui aux industriels. On n'en est pas revenu. Quand on a lu ça, on l'a relu 3 fois. On a dit c'est pas possible. Et même, le juge va plus loin, il dit qu'en fait, les conséquences étaient prévisibles et donc elles sont normales. Il a tout simplement écrit noir sur blanc que les habitants de Fos étaient des sacrifiés. Je pense que par là, et c'est la raison pour laquelle je pense que vous avez posé ces questions, c'est mais s'ils ne sont pas contents, qu'ils partent. Seulement, il faut savoir que la ville de Fos, en effet, a un vrai patrimoine historique. Je veux dire, ils étaient là avant, pour certains. Tous ne se sont pas installés une fois que les usines étaient construites. Certains étaient là bien avant. Et donc, aujourd'hui, pour eux, ça serait même baisser les bras que de partir. La confiance a été rompue. Les gens, pendant très longtemps, ont cru que si on les laissait justement habiter là, c'est que l'État, eh bien, justement, était garant qu'il n'y avait pas de risque pour leur santé, et puis les industriels, eh bien, ne polluaient pas au-delà de ce que la loi permet. On a fait appel, bien sûr, donc on attend la convocation de la Cour d'appel, et heureusement, le juge est parti. Et on a replaidé une dizaine de dossiers, dont celui de Daniel Moutet, devant une nouvelle magistrate qui a été très à l'écoute et qui nous a tout de suite dit « je reprends tout à zéro ». On a été rassurés, on s'est dit « bon, elle va regarder peut-être autrement avec un autre œil ». Donc on attend la décision le 2 février. Donc j'espère, parce que je suis convaincue qu'on doit gagner dans ce dossier. Je veux dire, si on ne gagne pas dans celui-là, on ne gagnera nulle part ailleurs. Je pense à la vallée de la chimie, je pense à Lubrizol, je pense à beaucoup de zones en effet industrielles en France où on laisse les gens habiter à côté de tels sites sans leur dire qu'ils prennent un risque pour leur santé. C'est pas le procès de l'industriel. On n'est pas là pour dire on va faire fermer les usines. C'est un procès où on dit mais tout manquement appelle une sanction, une réponse pénale. Pourquoi pour l'industriel, ça n'appellerait pas de sanction pénale? Et comme l'a dit madame, je crois que le plus important, parce que c'est un problème de société, c'est de rappeler toujours que la santé et la vie sont plus importantes que le profit. Merci beaucoup. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il nous semblait important ce soir d'entendre la voix des pouvoirs publics, mais comme vous l'avez compris, notre demande est restée lettre morte. Il y a plusieurs mois, alors que je travaillais déjà sur le sujet de la pollution industrielle, j'avais envoyé par mail, comme le veut l'usage, une série de questions écrites dédiées aux préfets. Je parlais notamment de ces fameuses études et je demandais si les usines rendent malades les habitants. Voilà la réponse écrite. Les différentes études réalisées dans le domaine de la santé environnementale sur la zone Fos-Berre ont conduit les différents acteurs du territoire, dont les services de l'État, les industriels, les riverains, à mettre en place une instance de concertation ad hoc, le dispositif Réponse. Alors, ce dispositif a en effet été lancé en 2019, donc après la publication des recherches scientifiques. Il repose essentiellement sur la mise en place d'ateliers
avec les habitants des 21 communes du pourtour de l'étang de Berre. L'objectif est de recueillir leurs inquiétudes pour, je cite, trouver des solutions concrètes. C'est aussi un exercice de transparence destiné à des habitants qui ont le sentiment qu'on leur cache la vérité. Alors c'est un objectif tout à fait louable, mais qui semble en totale contradiction avec ce qu'il se passe sur le terrain. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en novembre, mes collègues de Mars Actu ont découvert que le parquet de Marseille avait ouvert une enquête pour pollution maritime aux hydrocarbures. En fait, je vous explique, tout commence en avril, lorsqu'une canalisation d'eau de mer appartenant à Naftachimie, une usine de pétrochimie située sur le site de la Vera, a éclaté. Pendant plusieurs semaines, les pêcheurs vont récupérer dans leur filet une sorte de boue nauséabonde. Alors forcément, ils vont prévenir la préfecture maritime. Après analyse, il s'agit d'huile de pyrolyse. C'est une sorte de fioul lourd. Naftachimie n'a jamais communiqué sur la quantité qui a fuité. Et il va falloir attendre le mois de juillet pour que la préfecture prenne un arrêté interdisant la baignade et la pêche dans la zone. Ça veut dire que pendant près de 3 mois, les autorités n'ont rien fait. On comprend mieux pourquoi les habitants ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose, critiquent les autorités et les industriels pour leur manque d'action et leur manque de transparence. D'autant qu'on l'a vu avec l'étude Phosepséal, dans ce coin de France, les habitants développent plus de maladies qu'ailleurs, notamment des cancers. Parmi les plus fréquents, il y a ceux du sein, de l'utérus, de la peau. Donc on voit dans ce graphique que la ville de référence qui est prise, c'est Saint-Martin-de-Crau. Et on voit qu'à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis, il y a beaucoup plus de cancers. Pour en parler, ce soir, j'accueille la chercheuse Johanna Lys, docteure en sociologie. Bonsoir, Madame Lys. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, l'étude Phosepséal a sans conteste permis de poser des mots et des chiffres sur ce qui n'était alors perçu que comme un sentiment. Comment est né le projet? Expliquez-nous. Je vais vous raconter l'histoire de la naissance de Phosepséal, puisque ça a commencé en 2013. Barbara Allen, qui est donc la directrice scientifique de l'étude, est invitée à l'IMERA à Marseille pour réaliser une étude sur les mobilisations collectives dans la zone industrielle dans une perspective comparative. Elle travaille en même temps en Italie et en Espagne. Elle fait son travail de terrain avec ma collègue Yolène Ferrier, qui a été mon acolyte pendant toutes ces années, et elle rencontre un ensemble d'acteurs, Daniel Moutet par exemple, mais pas que, des syndicalistes, des médecins, des habitants, et puis tous les services de l'État. Au fur et à mesure, entre Yolène et Barbara, une petite blague se joue, c'est-à-dire que dès qu'elles vont sur le terrain, la question de la santé émerge, mais à tel point que ça devient une blague entre elles. Puis elles observent et elles voient le film de Jacques Winterberger, je peux me tromper sur le titre, mais je crois que c'était Tumeur et silence. Et dans ce film, beaucoup d'habitants parlent de la santé. Donc, elle réalise cette étude qui était à la base très sociologique. Et puis, à l'issue de ce travail, cette question de la santé émerge comme une vraie demande sociale. Et à un moment donné, elles se disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et là, certains habitants, certains médecins disent « mais donnez-nous des données de santé » pour juste que les gens situent à quel point ça a été compliqué d'avoir des données de santé. Les habitants étaient allés jusqu'à occuper la CPAM pour avoir des données de santé. Et donc, Barbara Allen, la directrice scientifique, elle, pour comprendre aussi d'où elle parle et qui elle est américaine. Elle a grandi en Louisiane, où, on va dire, c'est le grand chelem de la pétrochimie, là-bas. Et dans ce contexte-là, elle est devenue sociologue, mais une sociologie assez particulière, puisqu'elle travaille sur la sociologie de l'ignorance. Et l'idée, c'est de savoir comment, dans les zones industrielles, on produit de l'ignorance. Alors, l'étude Phosepséal, elle repose sur la participation des habitants, qui sont donc les premiers concernés. Et c'est une méthode qui est encore très rare en France. Et donc, justement, c'est un argument qu'utilisent les industriels pour décrédibiliser vos recherches.
effectivement, depuis toutes ces années que nous travaillons, nous avons affaire à certaines procédures de décrédibilisation de notre travail scientifique. Je leur répondrai à ce jour que nous avons publié tous les résultats dans des revues scientifiques à comité de lecture, et que donc la scientificité est à discuter avec les scientifiques et avec nous s'ils le souhaitent. Aussi, une autre chose à dire, c'est qu'effectivement, le fait de travailler avec les citoyens est quelque chose de peu fait encore en France, mais ce sont des méthodologies qui ont été mises en œuvre notamment aux États-Unis, et notamment dans les contextes industriels, puisque je rappellerai que, de manière générale, quand on est scientifique, on travaille dans un contexte d'incertitude scientifique. La science se construit au fur et à mesure d'hypothèses, d'invalidations, de critiques, etc. Donc le contexte de la science, c'est l'incertitude. Mais alors le contexte de la science dans la zone industrielle, c'est l'incertitude exponentielle. Puisque, en fait, il y a tout un tas de polluants. Donc, Julien Andreu a cité des polluants dont on connaît les effets sur la santé, mais je crois qu'il y a près au moins de la moitié des polluants utilisés dont on ne connaît pas les effets sur la santé, et il y a aussi cet effet cocktail. Donc, le contexte est tout à fait incertain. Les savoirs des citoyens, des habitants, etc., qui expérimentent au quotidien à la fois la pollution, les process industriels quand ils travaillent dans les usines, et la maladie sont des savoirs à part entière qui, pour le coup, n'appartiennent pas aux savoirs légitimes. Ce sont des savoirs qui sont délégitimés, dominés par des sciences ou des pratiques scientifiques qui sont plus légitimes. Néanmoins, nous, ce que nous répondons, c'est que donc, ces méthodologies, en faisant travailler les savoirs des habitants et des travailleurs, etc., permettent de construire de la connaissance, et que cette connaissance, elle est toujours triangulée avec d'autres savoirs, qui soient épidémiologiques, anthropologiques, sociologiques, et que nous prenons le fait de construire de la connaissance avec les habitants, mais où la hiérarchie des savoirs n'a plus lieu d'être, puisque nous nous appuyons à la fois sur les savoirs scientifiques, épidémiologiques, anthropologiques et citoyens. Je terminerai juste pour dire que ces savoirs, en fait, ils sont nés et ils ont commencé à être reconnus dans un grand contexte d'incertitude scientifique, qui était l'épidémie du sida. Et en fait, pendant l'épidémie du sida, si on n'avait pas eu accès aux malades, si on n'avait pas travaillé avec les malades, si les médecins n'avaient pas travaillé avec les malades, ils n'auraient pas pu construire de protocoles médicaux congruents. Le dernier volet de l'étude Fossepséal, publié en juin dernier, a documenté l'expérience des habitants face à la question de la santé. Dans cette étude, vous dites que les habitants, je cite, « vivent la maladie dans leur quotidien. Nombreux sont ceux à qualifier leur territoire de mortuaire. » Vous ajoutez que dans ce coin de France, la mort et la maladie sont des expériences ordinaires, répétées et quasiment certaines. Oui, alors, c'est vrai que ma collègue et moi, donc pour comprendre un peu Fossepséal, pour avoir des données épidémiologiques, on a tapé à toutes les 5 portes de toutes les rues de Foss, Port-Saint-Louis et Saint-Martin-de-Crau pour faire les questionnaires. Et donc, dans ce travail de porte à porte, à Foss et à Port-Saint-Louis, le langage ordinaire de la maladie et de la mort était omniprésent, à tel point qu'avec ma collègue Yolène Ferrier, heureusement qu'on était deux pour en discuter, parce que c'était lourd, c'était pénible, c'était dur. Et effectivement, moi qui suis socio-anthropologue, j'ai l'habitude de travailler sur d'autres terrains, mais jamais je n'avais eu autant de récurrence en fait, des termes de mort, de maladie et de cancer. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand on a travaillé à Saint-Martin-de-Crau, on a essayé de voir si ces terminologies et ces mots ordinaires appartenaient au quotidien. Et à Saint-Martin-de-Crau, c'était pas du tout le cas. Donc là, on a vu quand même, nous, d'un point de vue qualitatif, un écart en fait, entre ce langage ordinaire de la maladie et de la mort. Je voudrais rajouter que oui, effectivement, le constat, il est un peu sans appel, mais c'est vraiment une résurgence du travail de terrain. Certains auteurs américains, parce qu'aux États-Unis, ils sont un peu précurseurs sur toutes les questions de pollution environnementale, de justice environnementale, parlent de nécropolitics. Et c'est quoi la nécropolitique ? C'est comment une politique publique, parce qu'elle ne fait rien, laisse mourir les gens.
Cela fait des années aussi que les habitants de Fos demandent donc la réalisation d'une étude épidémiologique de grande envergure et également la création d'un registre du cancer, parce qu'il n'y en a toujours pas. Qu'est-ce que ça changerait selon vous ? La question du registre des cancers, ça permettrait effectivement de documenter la situation du cancer dans le territoire. Et à l'IPC, à Marseille, certains médecins font référence au fait qu'il y a quand même beaucoup de patients de la zone industrielle. Donc ça permettrait de documenter ces cancers, lesquels, quand, à quel âge ils se déclenchent, etc. Et peut-être de travailler aussi sur les expositions et la géolocalisation des personnes. Ce registre doit être créé, puisque je rappelle, ça a été une des premières revendications des personnes qui ont participé à l'étude Fos-Epséal, ces fameux citoyens. Donc, il a été créé. On va voir dans quelle modalité il est mis en œuvre. Je ne peux pas encore présager de toute sa validité à notre sens ou au sens des citoyens. À mon sens, ce registre, il doit permettre, et c'est aussi une des premières revendications des habitants de la zone industrielle, de créer une politique sanitaire à la hauteur des enjeux de santé. En fait, on ne peut pas traiter une population sur le plan sanitaire de la même manière dans une situation d'exposition multiple comparativement à une zone lambda où il n'y aurait pas d'exposition multiple. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des détections de cancer ou d'examens médicaux plus tôt, la mise en œuvre de moyens médicaux, parce que pour les habitants de Port-Saint-Louis, je rappelle qu'ils sont quand même relativement dans un désert médical. Donc voilà, la première des choses, ça serait de mener une politique sanitaire à la hauteur des enjeux de la zone. Sur l'étude épidémiologique de grande envergure, il y a des études qui ont été faites. Il y a des travaux qui ont été faits. Enfin, nous, on en fait partie. On en est une, mais il y en a eu d'autres. Et je rappellerai qu'il y a quand même une étude de l'ORS, donc l'Observatoire régional de santé, qui sort en 2013. Et cette étude, elle travaille, elle, sur la surmortalité à Port-Saint-Louis et dans les Bouches-du-Rhône. Et qu'est-ce qu'elle montre notamment ? C'est qu'on a un taux de surmortalité chez les hommes de Port-Saint-Louis par cancer du poumon de plus de 60% par rapport à ceux des Bouches-du-Rhône. Tout ça pour dire que le risque à demander des études et des études et encore des études, c'est qu'on va toujours attendre la preuve de la preuve de la preuve de la preuve, et qu'en attendant, ça dédouane les politiques publiques de mener des actions politiques à la hauteur des enjeux de la zone. Donc, si vous voulez, ça fait 8 ans que je travaille sur le sujet, ça fait 8 ans qu'on a ces débats sur les études et encore les études, mais en fait, il y a un moment donné, les études, ça suffit. Il y a des politiques publiques à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Madame Lys. Ce soir, on l'a vu dans un coin de France dont on parle assez peu à l'échelle nationale, des habitants ont subi pendant des décennies les conséquences de la pollution industrielle sans faire de vagues. Jusqu'au jour où la maladie ou bien la peur de tomber malade s'est immiscée dans leur vie. Ce jour-là, certains ont entamé une course de fond, une révolte pour se faire entendre, pour savoir, pour comprendre.